état d'esprit, c'est assez difficile à définir. Et c'est vrai que la France, peut-être au-delà de tout, elle traverse une sorte de crise intellectuelle, morale. Et cet état d'esprit que vous avez connu, que nous avons connu, on ne le retrouve pas aujourd'hui. Alors bon, je ne sais pas si les choses peuvent changer ou pas, le regard du littéraire, de l'intellectuel que vous êtes là-dessus. Est-ce qu'on peut définir un état d'esprit ? On dit depuis des années que la France est complètement déprimée. Je pense que c'est la vérité. Je pense d'ailleurs que l'ennui est un facteur européen actuellement, depuis même beaucoup d'années. Mais ce qui me frappe là, c'est que tout est déboussolé. Tout est déboussolé. Il y a une espèce de, comment dirais-je, de hiatus entre les festivités. Richard Millet. Non, je vous en prie. Je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, de temps en temps, je dis les noms. Richard Millet. Entre les festivités en tout genre et ce qui se passe, par exemple, les 1000 voitures, etc., incendiées. Macron qui présente ses vœux avec un certain courage, peut-être pour la première fois, je dois le dire, et ce qu'on voit dans les cités, dans les banlieues, partout. Je ne sais pas, c'est un pays difficile. En tout cas, lorsqu'on interroge les gens sur leur vie privée, ils sont plutôt heureux, et lorsqu'on les interroge sur la vie du pays, alors ils sont extrêmement pessimistes. Mais je voulais vous faire écouter justement Emmanuel Macron, parce qu'il y a quelque chose qu'il a dit, qui m'a étonné, qui a peu été repris. Il a dit qu'il faut travailler plus. Il a dit qu'il faut travailler plus. Il l'a dit mardi soir. Et Emmanuel Macron, il est président depuis sa 9e année. Qu'a-t-il fait pour travailler plus ? Il a sans doute allongé le temps de travail, de vie professionnelle, mais il n'a pas remis en cause les 35 heures. Il n'a pas supprimé des journées de congé. Il n'a pas supprimé des journées fériées. Alors, où il les prend, ce travailler plus ? Écoutez ce qu'il a dit, parce que ça m'a intéressé. Il nous faut le réveil européen, réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, réveil agricole, énergétique et écologique. Il faut pour cela aller plus vite, prendre nos décisions plus rapidement, plus fortement en européen, simplifier nos règles pour nos compatriotes comme nos entreprises et investir davantage. Cela suppose une France qui continue d'être attractive, qui travaille et innove plus, qui continue de créer des emplois et qui assure sa croissance en tenant ses finances. J'y veillerai. J'y veillerai a beaucoup été commenté, mais qui travaille plus ? Je vous assure, c'est tout le souci que nous avons souvent avec Emmanuel Macron. Il n'a pas mis en place l'idée qu'on travaille plus. Absolument, Pascal. Mais déjà, en général, on peut douter de la fiabilité de la parole politique parce qu'elle est rarement traduite dans les faits. Et ça n'est pas toujours de la faute des politiques parce que la réalité peut surprendre. Mais Emmanuel Macron, il est extrêmement doué, j'allais dire, pour les injonctions tardives, pour le volontarisme vide de sens. Et en réalité, il cherche désespérément à nous démontrer récemment par son discours qu'il va faire ce qu'il n'a jamais fait et qu'il continuera à ne pas accomplir puisque son seul souci aujourd'hui, c'est de garder un semblant de légitimité jusqu'en 2027. Et même sa repentance sur laquelle on a beaucoup insisté, et vous l'avez dit hier Thomas, elle est relativisée par cette petite nuance où il ajoute « pour l'instant ». La dissolution est une... Il a aussi dit, moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'il a parlé de la dissolution en Allemagne, ce qui était une manière de dire, absolument. Vous voyez, c'est du... Oui, mais tout de même... Mais là, pour le coup, il y a eu un mea culpa. Oui, mais revenons sur le... Il faut travailler plus. Parce que, en fait, globalement, les gens sérieux s'accordent à dire qu'on ne travaille pas assez. Globalement. Qu'il faut produire plus et donc travailler plus. Bon, mais il ne l'a pas fait. Parce que là, vous heurtez effectivement aux Français peut-être qui ne veulent pas travailler. Oui. Ou moins travailler. Bon, j'ai même entendu certains qui disent qu'on pourrait travailler 20 heures par semaine. Et ça. Mais sur le travailler plus, on peut dire qu'il ne l'avait pas inscrit au frontispice de son premier mandat. Oui, parce que c'était très sarkozyste. Ni du deuxième. Oui, en fait, le dernier président, Gérard Carrérou. qu'on l'aime ou pas, peu importe, ça n'a plus d'importance, c'est de l'histoire. Le dernier président qui a véritablement invoqué comme une nécessité pour la nation, le travail, travailler plus pour gagner plus, c'est Nicolas Sarkozy. Il a d'ailleurs été largement critiqué pour ça. Mais à part lui, personne n'a plus parlé de ça. Alors qu'on se rend compte effectivement que la France est le pays qui travaille le moins pratiquement en Europe,
que le nombre de jours de congé. Écoutez, c'est fabuleux. Je ne parle même pas seulement de la presse où nous avons vécu des journalistes aujourd'hui qui ont 2 mois et demi de vacances. Ils ont plus que ça. Ils ont beaucoup plus que ça. Les conventions collectives, c'est 13 semaines de congés payés. C'est 13 semaines de congés payés dans la presse française. Alors, je ne veux pas les citer. La dernière fois, j'ai cité ça. Ils m'ont tous appelé. Donc. Ils ont 2 mois et demi. On disait ça quand Le 1er janvier, il n'y a pas de journaux. Mais au nom de quoi il n'y a pas de journaux en France le 1er janvier, sauf l'Équipe? Au nom de quoi le Parisien ne sort pas le 1er janvier? Le Figaro et ça. Parce que vous allez vous heurter, je veux dire, à tous les syndicats qui vont dire, ah bah non, on ne travaille pas le 1er janvier. En posant la question, vous répondez par vous-même. Bien sûr. Les Français, aujourd'hui, ne considèrent... Alors, on verra si ça change. Ils ne considèrent pas aujourd'hui que travailler plus, c'est une nécessité absolue. Alors, à partir du moment où on a fait le Covid également, on a mis tout le monde chez soi et on les a payés à rien faire, il ne faut pas s'étonner parce qu'il y ait ce retour du bâton. La dissolution, juste un petit mot sur la dissolution, après on parlera du référendum et je vous montrerai ce qui s'est dit en 2005 parce qu'on a souvent parlé de 2005. Le dernier référendum, c'est 2005. 2005, bon, Jacques Chirac. Bon, déjà, on ne peut pas poser des questions sur tout dans un référendum. C'est l'article 11 qui régit ça, le champ d'application du référendum est finalement assez restreint. C'est question de société, pas de question de société justement, mais question d'ordre des institutions. Donc ratification d'un traité, passage du quinquennat au septennat, ça a été passé du J'espère qu'il ne va pas proposer la 6e République. J'espère, parce que là, ça serait le comble. Parce qu'aujourd'hui, la 5e République, elle est vraiment très abîmée, elle est détricotée. Si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens est-ce qu'il faut changer la 5e République, je pense que les gens peuvent dire oui. Peuvent dire oui. Donc ça serait terminé. Ça serait là, il aurait tout cassé. Mon intuition, c'est il peut se servir d'un référendum pour mettre en place le scrutin à la proportionnelle. Je pense que c'est ça qui pourrait être l'objet du référendum. Vous avez besoin d'un référendum pour... Ce serait décevant, je ne dis pas le contraire, mais... En fait, vous allez mobiliser la France entière pour aller aux urnes pour savoir si on veut voter pour la proportionnelle. Ah, mais je ne dis pas que c'est le sujet que j'aimerais voir être soumis à référendum. Un mot sur la dissolution, parce que vous le disiez tout à l'heure, mea culpa du président de la République. Un mot. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. Mais le problème, pardonnez-moi, c'est pas aimable ce que je dis un 2 janvier, c'est que ce qu'il dit n'est pas juste. Il a dissous pour espérer le Rassemblement national à Matignon, pour reprendre de l'air lui-même, et on lui a vendu l'idée que pendant 2 ans, il allait, d'une certaine manière, sortir de la présidence avec une meilleure image. C'est ce que lui ont vendu ses conseillers, et c'est pas ce qui est arrivé. Donc c'est là, on est sur... Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans son analyse. Absolument, mais parce que j'ai l'impression que même les décisions les plus graves, Emmanuel Macron seul, ou dans le cadre d'une délibération collective un peu restreinte tout de même, les prend jamais par une authentique conviction, une considération la plus pleine possible de ce que souhaitent les Français, mais à partir d'une conception parfois presque ludique de la politique. À tort ou à raison, quand il a ordonné cette dissolution, j'ai imaginé un Emmanuel Macron ironique derrière, hilar presque, disant quel joli tour je vais faire aux Français, comme je vais me singulariser par une provocation absurde. J'espère que ce n'est pas ça, parce que là, c'est assez enfantin comme psychologie. Mais n'empêche qu'il y a toujours eu chez lui, dans beaucoup de ses décisions et dans sa volonté d'être obsessionnellement singulier, des ravages après. Bon, on va parler du référendum. Lorsque Richard Millet, en 2024, est venu nous voir pour la première fois, et je suis vraiment content que maintenant il soit régulièrement sur notre plateau, puisque vous n'étiez pas intervenu depuis de nombreuses années dans les médias qui vous laissaient de côté. Vous m'aviez dit, alors je ne sais pas si c'était vrai ou pas, que vous n'aviez jamais entendu le son de la voix d'Emmanuel Macron ni son visage. Vous étiez un peu en dehors de l'actu. Oui, mais la voix, non. Maintenant, vous êtes shooté à l'actu. N'exagérons pas, mais disons que... Mais vous l'avez écouté, par exemple, mardi soir à 20h ? Oui, j'ai écouté, mais il m'intéresse littérairement, si vous voulez, parce qu'il y a une dimension suicidaire peut-être dans cette question de la dissolution, et j'aime imaginer, vous le disiez, M. Bilguer, j'aime imaginer un Macron
ironique, ou un Macron parodique, ou un Macron qui dit « je lance mes derniers dés ». Ça me fascine, ça, parce que c'est quand même un homme qui a le pouvoir, quoi qu'on dise, même si ses conseillers, peut-être vous voyez, le conseil... Mais c'est quoi suicidaire? Ça veut dire, parce qu'il y a ces thèses, parfois, on a évidemment toujours cherché à expertiser le cerveau de ceux qui nous dirigent. Et Emmanuel Macron ne fait pas exception à la règle. Mais j'entends parfois des choses, c'est un homme qui a tout réussi, donc il veut se punir. J'entends des choses comme ça. Non, je ne veux pas faire de psychologie. Non, mais j'entends, je vous assure, des choses parfois invraisemblables. Bon. Je veux dire que j'ai constaté partout où quelqu'un a beaucoup de pouvoir, il y a un moment où il en a assez peut-être, et il a envie de tout changer, de donner un coup de pied dans la fourmilière, sa propre fourmilière. C'est tout. Au bout de 5 ans de présidence, peut-être qu'il en avait assez. C'est cette usure du pouvoir dont on parle, mais une usure psychologique. Peut-être. Le référendum, écoutons ce qu'il a dit sur le référendum, et puis après, on pourra revenir sur la dernière fois que les Français sont allés aux urnes pour un référendum, c'était en 2005. C'est très intéressant, je vais vous montrer une archive tout à l'heure, et c'est David Pujadas qui présentait ce soir-là les résultats. C'est très intéressant de voir ce qui se disait en 2005, parce que c'est sans doute une fracture. Après, évidemment, il y a eu d'autres éléments, mais un divorce entre le pouvoir politique et le peuple français qui ne cesse ce divorce ou cette fracture de se creuser. Mais écoutez le président de la République sur le référendum. C'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Chacun d'entre vous sera nécessaire pour réussir ce projet que je viens rapidement de brosser devant vous. Oui, comme pour les grands chantiers qui ont fait notre histoire et encore l'année qui vient de s'écouler, chacun d'entre vous est nécessaire pour bâtir une nation et une république plus belle encore. Alors, les référendums de la Ve République, il n'y en a pas eu tant que ça. Autodétermination en Algérie, c'est en janvier 61. Il y a quand même 78% des gens qui avaient effectivement répondu oui. Établissement des accords d'Évian, c'était le 8 avril 62, 75% aussi. Élection du président au suffrage universel. 77% des Français avaient répondu oui. Réforme du Sénat et régionalisation, 82% des Français, avaient participé. Alors là, 52%, simplement, là, c'était absolument différent. Traité d'élargissement des communautés européennes, ça c'est en 72. Et puis donc le dernier, ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe. 69% des Français votent, 54% des Français disent non. Et effectivement, la question posée a été simple. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe? Les Français ont dit non et on s'est assis là-dessus. Donc écoutez ce que disait David Pujadas. C'était en 2005. C'était le 29 mai 2005. David Pujadas, que je salue, bien évidemment, que vous avez bien connu dans une autre vie, cher Gérard, que vous avez d'ailleurs beaucoup aidé, disons-le, à un moment, quand il faisait le droit de savoir avec vous. Écoutez, à un moment donné, effectivement, il est passé à notre concurrent LCI parce que M. Lelay, mon patron, et le sien également, voulait le virer. Oui, et je lui ai dit, écoute, David, je t'aime beaucoup, si tu veux, va à LCI parce que ça te permettra de sauver la... Voilà. On ne dit pas pourquoi il devait être viré. On ne dit pas. Mais bon... Un très bon journaliste. Oui. Excellent journaliste, mais c'est parce qu'il était un excellent journaliste, il avait fait un sujet qui n'avait pas forcément plu à un homme important de l'époque. Voilà. Il dirigeait un club de football. Exactement. Donc, qui s'appelle et qui avait une certaine influence à l'époque à TF1. Écoutons cette archive de David. Merci Christophe. Voilà, il est 21h59 tout juste. Nous allons donc nous concentrer sur ce qui va suivre dans quelques secondes. On va savoir si les Français ont choisi de dire oui ou non à cette Constitution européenne. Depuis quelques minutes, depuis une demi-heure maintenant, nous avons insisté sur les enjeux importants, décisifs de ce vote. Pour l'Europe, bien sûr, c'est la marche de la construction européenne telle qu'elle s'est dessinée depuis ses fondations qui est en jeu. Et c'est aussi, bien sûr, en France, un enjeu très important pour le
le gouvernement, pour le président de la République, qui a choisi cette voie référendaire plutôt que la voie parlementaire. Et puis un enjeu aussi pour toute la vie politique, puisqu'on a vu des partis se diviser sur cet enjeu européen, en particulier le Parti socialiste, qui, malgré un référendum interne, a vu ses dirigeants prendre des positions très différentes. Il est 21h59 minutes et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non, du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste, et puis du côté aussi du mouvement pour la France. Gilles Leclerc, c'est une soirée dont on se souviendra, c'est un rejet sans appel de cette Constitution européenne. Oui, c'est une addition en tout cas des non ce soir, et il faut rappeler, parce qu'on l'avait entendu pendant toute cette campagne, que les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF, le Parti socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif et en particulier d'abord pour Jacques Chirac qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les deux principaux responsables des deux plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti socialiste. C'est un choc, David, ce soir, un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis de gouvernement en France. C'est intéressant de voir que c'est la dernière fois qu'on a interrogé les Français. Et depuis, on ne les interroge plus. Parce qu'effectivement, on a peur parfois de ce qu'ils vont dire. Et là, c'est très intéressant. Quand même. Mais c'est la première étape du divorce entre le peuple et ses élites. Et je le dis d'autant plus que moi, j'étais éditorialiste à l'époque, je ne l'ai pas vu venir. Ce non au référendum, je ne l'ai pas vu venir. Et pourquoi ? Parce que tous les commentateurs, tout ce qu'on appelle aujourd'hui, M. Barr appelait ça le microcosme, tous les gens, disons, qui se prenaient pour les plus intelligents de la Terre, avait prévu effectivement que ça allait passer comme une lettre à la poste. C'est la première fois que le peuple, sous la 5e, que le peuple... Mais le peuple, pardonnez-moi, ce qu'il dit, c'est assez clair, et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron l'autre soir, c'est-à-dire que trop de normes en Europe, un européisme complètement fou depuis des années, tout ça n'a pas de sens, en fait. Une souveraineté perdue pour le peuple français, les gens, ils comprennent ça intuitivement. Alors après, on leur explique qu'il n'y a pas assez d'Europe. Sur plein de sujets, on leur dit ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Absolument. Mais déjà Donc, sur le Covid, ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, il en faut plus. Donc en fait, c'est sans fin. Puisqu'ils vous disent, c'est précisément parce qu'il n'y a pas assez d'Europe que vous êtes en difficulté. Mais déjà, quand on a parlé du traité de Maastricht, il y avait eu des voix, donc on avait déjà en germe cette opposition aux ratifications des traités européens. Moi, j'étais très jeune à l'époque, mais je me souviens aussi qu'un des arguments qui avait été utilisé par les partisans du oui, c'est le texte est de toute façon trop compliqué, les Français ne comprennent pas. Ils votent un peu par défaut. Et je trouve que ça, c'était dramatique parce que c'était considéré que la population n'était pas assez intelligente pour comprendre de quoi on parlait. Oui, et ça, c'était aussi une fracture. Sur le fond, Richard Millet et puis Sabrina Medjaber, je peux vous poser la question également. Est-ce que finalement, l'avenir sur le fond, c'est les Français qui se trompent ? Parce qu'effectivement, il faudrait plus d'Europe. Il faudrait aujourd'hui, la France telle que nous l'avons connue, effectivement, ça ne marche plus. Cette souveraineté unique, ça ne marche plus. Il faut se mettre tous ensemble, avoir pourquoi pas une Europe fédéraliste, avoir pourquoi pas un président européen qui décide pour tout le monde. Et évidemment, ça vient heurter notre culture. Est-ce que ça serait une meilleure solution ? Ou est-ce qu'au contraire, tous ces gens-là se trompent ? Et c'est le contraire, il faut revenir à l'Europe des nations, version de Gaulle. Compte tenu des problèmes culturels et sécuritaires que soulève aujourd'hui l'Europe, je pense que le retour aux nations, le retour aux souverainetés nationales, en premier lieu, c'est ce qu'appelait Philippe de Villiers la préférence finalement nationale, serait, à mon sens, l'idée la plus judicieuse, compte tenu des grouillements politiques qui se manifestent partout en Europe. La Hongrie, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, on voit aujourd'hui cette espèce de moisson des colères populaires qui aspire justement à un retour aux souverainetés nationales. Et dans ce cas-là, précisément, l'Europe ne fonctionne pas. L'Europe n'a pas réussi à relever le défi de l'Europe des nations, puisqu'aujourd'hui, on le voit très bien et ça se manifeste à travers les plébiscites démocratiques. Donc, il y a évidemment un problème aujourd'hui entre l'Europe bureaucratique et l'Europe des peuples. Il y a une vraie scission, il y a une vraie déchirure, il y a un vrai divorce.
Et malgré tout ça, tout à l'heure Gérard en parlait, cette distorsion entre les élites et le peuple, elle est toujours systématisée dans les discours politiques. Emmanuel Macron n'a pas manqué de rappeler visiblement le choc du vote en Moldavie et en Géorgie. Il y a toujours manifestement ce refus de voir ce que les peuples entendent, ce que les peuples votent. Et la dissolution a été provoquée, cette grenade découpillée comme il l'avait annoncé, par rapport justement aux européennes. Le résultat des européennes n'a pas plu à Emmanuel Macron. Il a donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le carillon d'Europe 1, et aujourd'hui c'est Joe Hume qui est avec nous, puisque Thomas il a encore quelques jours de